À 48 heures de l'événement, un hôtel élitiste ordinaire cesse d'exister dans le champ du droit civil habituel. Un resort européen tranquille ou une demeure isolée en montagne se transforme soudainement en la base militaire la plus protégée de la planète. Des hélicoptères équipés de systèmes de guerre électroniques commencent à patrouiller dans le ciel. Dans un rayon de 30 km, une zone d'interdiction absolue de survol est instaurée, fermée aussi bien aux drones privés qu'à l'aviation commerciale. Sur les toits des bâtiments voisins et dans les massifs forestiers, des équipes de snipers des forces spéciales tactiques prennent position. Le périmètre est entouré d'un double anneau de barrières d'acier, et sur la seule route d'accès, des blocs de béton et des postes de contrôle avec des chiens dressés à détecter les explosifs sont installés. Les résidents locaux observent avec stupéfaction comment leur ville confortable est occupée par des centaines d'agents des services de sécurité en civil, dont les dispositifs de communication sifflent doucement dans le col de manteau parfaitement taillé. Cette armée n'est pas rassemblée ici pour protéger les chefs d'État d'une menace terroriste pendant un sommet officiel. Cette machine de sécurité sans précédent, effrayante par son ampleur, est déployée pour une seule chose: protéger une conversation privée de quelques dizaines de personnes des oreilles indiscrètes. Le contraste entre ce qu'on nous enseigne en cours de sciences politiques et ce qui se passe derrière ces blocs de béton provoque une dissonance cognitive paralysante. Les campagnes électorales coûtent des milliards d'euros. Les politiciens passent des années à convaincre les masses de leur transparence, de leur responsabilité et de leur dévouement aux idéaux démocratiques. Chaque automne et chaque printemps, des millions de citoyens à travers le monde se rendent docilement au bureau de vote, jettent leurs bulletins dans les urnes, croyant sincèrement qu'ils façonnent le cours politique de leurs États. Les holdings médiatiques diffusent en continu les débats, analysent chaque mot des candidats, dissèquent leurs programmes électoraux au microscope. C'est un théâtre éclatant, bruyant, éblouissant, qui crée une illusion absolue de contrôle. Mais au moment précis où les lumières des projecteurs s'éteignent, les leaders élus montent dans des voitures aux vitres teintées sans plaque d'immatriculation officielle et se dirigent vers l'endroit où l'entrée est strictement interdite aux électeurs. Ils se rendent à une rencontre avec ceux que personne n'a jamais élus. Derrière les portes fermées de cet hôtel, les premiers ministres et présidents démocratiquement élus boiront du vin de collection, en compagnie des directeurs généraux de corporations transnationales, des propriétaires des plus grands fonds d'investissement et des dirigeants des monopoles technologiques globaux. C'est précisément ici que commence la plus raffinée et cynique substitution de concepts de l'histoire contemporaine. Si un groupe de personnes inconnues se réunissait secrètement dans une cave pour décider des sorts des marchés et des États, ce serait un complot criminel. Cela violerait les lois antitrust, les lois sur la sécurité nationale et les principes de trahison d'État. Mais les architectes du pouvoir global sont trop intelligents pour violer la loi. Ils ont fait quelque chose de bien plus effrayant. Ils ont réécrit cette loi pour eux-mêmes. Ils ne se cachent pas dans des catacombes. Ils ne pratiquent pas de rituels secrets et ne portent pas de cape. Ils arrivent ouvertement, en costume cher, avec des mallettes en cuir de veau, se saluant mutuellement devant les objectifs des caméras à une distance sûre. La principale force de cette structure réside dans son insolence institutionnelle absolue et étouffante. Ils regardent droit dans les yeux de la société et déclarent avoir le droit total de décider de questions d'envergure globale, sans protocole, sans presse et sans aucune responsabilité envers ceux dont ils gèrent les vies. Le bouclier juridique qui rend ce phénomène possible est ce qu'on appelle la règle de Chatham House. Ce n'est pas un serment mystique de silence, ni une omerta mafieuse. C'est un protocole diplomatique strict, sec et officiellement reconnu, élaboré au début du XXe siècle. L'essence de la règle est diaboliquement géniale dans sa simplicité. Aux participants de la réunion, il est permis d'utiliser librement toute information, idée et insight obtenus au cours des discussions. Mais il leur est strictement interdit de révéler l'identité de celui qui a précisément prononcé ces mots, ainsi que d'indiquer l'affiliation de cette personne à une quelconque organisation. Une seule règle courte crée une zone aveugle idéale, complètement légalisée
au cœur même de l'espace informationnel global. La règle de Chatham House sépare l'auteur de l'information. Elle permet au ministre de la Défense de discuter de contrats militaires à venir avec un fabricant d'armes et au gouverneur de la Banque centrale de partager des plans de changement des taux d'intérêt avec le plus grand spéculateur boursier. Et si demain cette information est utilisée pour extraire des profits de milliards d'euros ou pour lancer une intervention militaire, aucun procureur, aucun comité parlementaire et aucun journaliste ne pourra prouver le fait d'un complot. Personne ne dira qui a transmis les données à qui. Personne ne se souviendra de qui c'était l'idée. Les mots se dissolvent dans l'air de l'hôtel élitiste, ne laissant derrière eux que des conséquences réelles, tectoniques pour l'économie mondiale. Les journalistes des principaux médias mondiaux se tiennent derrière le périmètre de sécurité. Ils photographient au téléobjectif comment les limousines noires disparaissent une à une derrière les portes. Ils essaient de discerner les visages à travers le verre sombre. Mais ils ne sauront jamais ce qui se discute à table. Ils se contenteront d'un communiqué de presse sec, composé de phrases générales insignifiantes sur le développement durable et les défis globaux. Et le plus terrifiant est que tout cela se déroule sur des bases absolument légales. Aucun tribunal international ne peut interdire aux personnes influentes de se réunir en privé et de discuter de l'avenir. La démocratie se révèle impuissante face au droit fondamental à la vie privée, que les élites globales utilisent comme un bunker impénétrable pour protéger leurs intérêts. La société reste à l'extérieur, dans l'obscurité froide de l'ignorance, ne ressentant qu'une anxiété inexplicable du fait que son destin est décidé par quelqu'un d'autre. Nous nous tenons devant une porte massive qui s'est refermée juste sous notre nez. Nous entendons des voix étouffées et le tintement des verres. Nous comprenons que là, à l'intérieur, en ce moment même, de nouvelles frontières sont tracées. Des budgets de trillions d'euros sont répartis et les futurs dirigeants du monde sont nommés. Le mécanisme de ce pouvoir est impeccable, légal et absolument impitoyable. Et pour comprendre comment précisément il broie les engrenages de l'histoire mondiale, il nous faudra écarter les émotions, oublier la conspirationnisme bon marché et plonger au cœur de la bureaucratie secrète, ennuyeuse, grise et mortelle. Oublier les souterrains secrets, oublier les loges maçonniques, les manteaux rituels, les parchemins anciens et les serments mystiques. Le vrai pouvoir est trop pragmatique, trop cynique et trop occupé pour gaspiller son précieux temps en mise en scène occulte. Le vrai pouvoir préfère le néon froid des lampes de bureau, les fauteuils en cuir ergonomique et les contrats juridiques impeccablement rédigés de plusieurs pages. Quand le citoyen ordinaire essaie de trouver le centre de contrôle du monde moderne, il regarde par habitude vers le ciel nocturne, ou cherche les traces numériques d'anciens ordres dans le dark web d'Internet. Mais les véritables architectes de notre réalité, ceux qui déplacent réellement les plaques tectoniques de l'économie globale, se cachent dans l'endroit le plus ennuyeux, le plus prévisible et le plus sûr de la planète, le registre commercial. Si vous voulez vraiment comprendre comment précisément s'organise et se légalise l'influence mondiale, vous n'avez absolument pas besoin des révélations hystériques de conspirationnistes fous. Il vous suffit d'un accès aux bases de données publiques du Royaume des Pays-Bas. C'est précisément là, dans la ville tranquille de Leyde, imprégnée d'esprit académique, au milieu de canaux étroits et de bâtiments en briques anciens, que repose le cœur juridique de ce que la presse à sensation appelle le gouvernement mondial occulte. Vous ne trouverez pas à cette adresse une citadelle sombre et imprenable. Vous trouverez un fond absolument banal, légal au point d'en être écœurant. Une entité juridique dont le nom ne sonne pas comme un arrêt de mort pour l'humanité indépendante, mais comme l'enseigne d'un cabinet comptable ordinaire, le fonds Stichting Bilderberg Meetings. Ce fonds ne se cache pas des autorités fiscales étatiques. Ce fonds ne transfère pas ses actifs de plusieurs milliards d'euros à travers des chaînes compliquées de sociétés écrans offshore fictives. Il opère droit sous vos yeux. Il dépose des déclarations fiscales régulières, pédantes, vérifiées jusqu'au dernier centime.
Ce fonds dispose d'un compte bancaire parfaitement officiel dans une banque européenne respectable, d'une adresse juridique transparente et d'un petit effectif de clercs discrets. Ces personnes accomplissent jour après jour un travail routinier, gris. Ils paient les factures de fourniture de bureau, transfèrent de l'argent pour une connexion Internet haut débit et louent des salles de conférence dans les meilleurs hôtels 5 étoiles du monde. C'est là la plus grande, la plus sophistiquée moquerie des élites globales envers le reste de l'humanité. Un club qui gère factici la trajectoire du développement de notre planète ne peut simplement pas être secret au sens classique, si son bilan comptable est accessible à quiconque le demande officiellement. Ils ont compris bien avant nous la faiblesse fondamentale de la société moderne. Personne de sain d'esprit ne veut fouiller dans des rapports financiers moroses. Le vrai pouvoir méprise le mysticisme, parce que le mysticisme engendre des enquêtes journalistiques et crée un bruit informationnel incontrôlable. Le vrai pouvoir adore l'ennui absolu. L'ennui est le camouflage le plus fiable, le plus impénétrable à l'époque de la surcharge informationnelle. Aucun reporter ambitieux ne voudra bâtir sa carrière sur l'étude de la manière dont, précisément, les dépenses pour les pauses café se rapportent au coût de la logistique de transport pour les dirigeants des monopoles technologiques. La bureaucratie tue la curiosité plus efficacement que n'importe quelle censure. La bureaucratie transforme le plus grandiose complot global en une routine quotidienne grise, visqueuse, sans intérêt pour personne. Lorsque vous regardez de vos propres yeux ces lignes sèches de documents officiels, votre cerveau refuse simplement de croire à la réalité monstrueuse de ce qui se passe. Le bon sens refuse d'accepter ce fait incontestable que derrière ces modestes chiffres de dépenses de représentation se cachent des décisions colossales, capables en un instant de faire s'effondrer les monnaies nationales d'États souverains ou de provoquer les crises politiques les plus graves à l'autre bout de la planète. Ils se sont légalisés à un degré si incroyable qu'ils sont devenus absolument invisibles sur le fond du paysage corporate ordinaire et ennuyeux. Ils ont créé un système impeccable dans lequel la gestion des destins de centaines de millions de personnes est juridiquement formalisée comme l'organisation banale d'un symposium standard du secteur. Les factures sont payées à temps. Les impôts sont versés en stricte conformité avec la législation européenne. Les avocats des firmes de conseil les plus prestigieuses et les plus chères du monde apposent leur sceau pesant sur chaque document émis. Tout est cristallin. Tout est 100% transparent au niveau du flux de documents papier. Et c'est précisément cette transparence papier éblouissante qui cache un mur de béton absolument impénétrable de leurs véritables intentions. La société cherche maniacalement un complot et ne trouve que des statuts types d'une organisation non lucrative dont l'objectif officiel déclaré est le noble renforcement du dialogue entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Ils ont virtuosement caché le mécanisme impitoyable de contrôle total du monde derrière une façade respectable de charité non lucrative et de discussions académiques ennuyeuses. Écarter les émotions, écarter les spéculations et confronter les faits incontestables qui gisent à la surface. Utiliser les outils rigoureux de renseignement open source. Regardez les listes des sponsors officiels et des participants invités à travers le prisme impitoyable de leurs véritables intérêts commerciaux. Et vous obtiendrez une mosaïque qui fait littéralement geler le sang dans les veines. Ce n'est pas un mal caricatural de film hollywoodien bon marché, c'est un calcul corporate glacé, mathématiquement précis. Regardez avec une attention extrême comment les directeurs généraux de corporations transnationales dont les usines industrielles géantes produisent jour et nuit des systèmes d'armement mortels, des missiles de croisière de haute précision et des drones de combat autonomes, avec des visages absolument impénétrables, sponsorisent des discussions de panels pacifiques sur la stabilité géopolitique. Ils s'assoient à la même table que les architectes de la politique étrangère, les ministres de la Défense en exercice des plus grands États et les chefs des services de renseignement. Ils discutent posément, un verre de vin cher à la main, des voies de prévention des conflits armés, tout en calculant mentalement les dividendes en rapide croissance des budgets militaires inévitablement gonflés.
Regardez comment les dirigeants des plus grandes banques d'investissement globales, dont les spéculations agressives font balancer des pays entiers au bord du défaut de paiement total, financent généreusement des conférences pompeuses sur la haute responsabilité sociale des entreprises. C'est cela le vrai complot ouvert, fonctionnant sous nos yeux mêmes. Un complot qui n'a absolument pas besoin de se cacher dans l'ombre, parce qu'il est solidement protégé par la légitimité blindée des statuts corporatifs. L'hypocrisie à un tel niveau stratosphérique de pouvoir global cesse d'être un simple vice humain ordinaire. L'hypocrisie devient ici le plus haut standard institutionnalisé de gestion efficace. Ces personnes ne trament pas de plans sournois pour la destruction physique de l'humanité, parce que l'humanité est leur base nourricière inépuisable. Ils trament des plans cyniques pour optimiser le monde entier sous leurs rapports trimestriels, leurs graphiques de rentabilité et leur stratégie à long terme de monopolisation totale. Dans leurs déclarations fiscales impeccables, il n'y a bien sûr ni peut y avoir de rubrique pour l'achat direct de la souveraineté étatique, mais il y a des rubriques fort volumineuses pour les prétendues dépenses de représentation. Et c'est précisément derrière ces dépenses de représentation formelles, dans les coulisses fermées de luxueux hôtels, que se décide définitivement quels nouveaux standards écologiques stricts seront imposés de manière directive par les régulateurs globaux dans la prochaine décennie. C'est là aussi que se décide froidement comment précisément ces beaux standards détruiront artificiellement, sous l'égide du sauvetage de la planète, les concurrents en croissance des pays en développement. Pour ces mêmes écritures comptables modestes se forment les vecteurs globaux de développement des systèmes d'intelligence artificielle et des technologies de surveillance de masse, qui dans seulement quelques années seront officiellement achetés par les gouvernements nationaux sous le couvert de la préoccupation pour la sécurité. Toute cette documentation financière méticuleuse, soumise annuellement à la chambre d'enregistrement de la ville de Leyde, constitue leur lettre d'immunité. C'est la carte de leur inviolabilité juridique absolue et inébranlable. Dans leur monde, ne règne que l'efficacité froide, calculée au millimètre, qui ne laisse aucune chance aux aléas. Ils ne craignent plus depuis longtemps les articles retentissants de dénonciation dans la presse indépendante. Ils ne craignent pas les posts enragés, pleins d'indignation vertueuse sur les réseaux sociaux. Ils ne craignent absolument pas les auditions parlementaires officielles. Dans le système juridique moderne, il est impossible d'assigner en justice une plateforme respectable pour des discussions informelles. Il est impossible d'emprisonner l'élite politique et financière mondiale pour le fait qu'ils se sont simplement réunis le week-end, ont bu du cognac de collection cher et ont discuté en termes généraux des tendances macroéconomiques de développement des marchés. La personne morale du fond sert de vitre blindée impénétrable qui sépare une fois pour toutes leurs conversations aux coulisses de nos vies détruites. Ils ont créé un mécanisme idéal, infaillible, de séparation du mot prononcé de la responsabilité juridique pour ses conséquences catastrophiques. Les lois, les règles strictes et les codes pénaux sévères sont écrits exclusivement pour ceux qui se trouvent de l'autre côté du périmètre de sécurité. Pour ceux qui se trouvent à l'intérieur, n'existent que les intérêts, solidement protégés par l'audit impeccable des meilleures agences de conseil de la planète. Pendant que des millions de personnes s'égosillent en disputant sur les reptiliens et le pucage, les vrais maîtres de ce monde classent calmement la énième quittance pour la location d'une salle de conférence dans leur rapport annuel impeccable. Leur principale force réside dans leur normalité bureaucratique percutante, qui rend fou. Leur pouvoir illimité repose non sur des connaissances secrètes interdites, mais sur une capacité absolument légale, impeccablement formalisée, de transformer les catastrophes mondiales et les crises économiques en lignes ennuyeuses et nettes de leurs rapports financiers annuels, forçant le reste du monde à payer sans broncher chacun de leurs pas. Les coïncidences dans la géopolitique des plus hauts échelons sont un mythe naïf, un conte de fées sucré, spécialement inventé pour apaiser des dizaines de millions d'électeurs crédules devant les écrans de télévision. On nous habitue pendant des années à croire en la belle illusion cinématographique du miracle démocratique. On nous convainc que la véritable, authentique carrière politique naît toujours dans les rues bruyantes, dans les étroits quartiers généraux de campagne, parmi des volontaires aux yeux brillants,
et des débats sincères sur des radios provinciales. On nous montre des histoires touchantes sur la manière dont un candidat inconnu de tous, mais incroyablement charismatique et honnête, conquiert soudainement les cœurs des gens simples, s'élève rapidement au sommet de l'Olympe politique et prend en main la gestion d'un État entier. Mais si vous écartez cette pellicule romantique, si vous éteignez les émotions et regardez simplement les précédents historiques secs à travers le prisme de la chronologie et du renseignement open source, vous verrez une toute autre image, froide et impitoyable. Vous verrez le phénomène que les chercheurs des élites appellent l'incubateur de présidents ou le système de revue globale. Laissons de côté les délires conspirationnistes sur des ordres secrets qui nomment les leaders mondiaux d'un coup de baguette magique. Opérons exclusivement avec des faits documentés, qui sont accessibles publiquement et méthodiquement ignorés par la conscience collective en raison de leur pragmatisme effrayant. Tournez votre attention soutenue vers l'année 1991. Dans la tranquille et chic ville thermale allemande de Baden-Baden, pour la réunion suivante du club, est invité un gouverneur d'un petit État du sud des États-Unis d'Amérique, peu connu en dehors de ce pays. Son nom est Bill Clinton. À ce moment, il n'est pas le favori de la course. Les médias mondiaux ne le perçoivent pas comme une figure d'envergure globale, et son poids politique sur la scène internationale tend vers zéro. Mais il passe plusieurs jours derrière des portes fermées, avec les dirigeants des plus grandes banques transnationales, des cartels pétroliers et des empires médiatiques. Il respire le même air qu'eux. Il répond à leurs questions directes, dépourvues de toute courtoisie diplomatique. Et un an plus tard seulement, ce gouverneur peu connu entre triomphalement à la Maison-Blanche, devenant président du pays le plus puissant de la planète, ayant reçu un soutien financier et informationnel sans précédent de ces mêmes personnes avec lesquelles il buvait du café à Baden-Baden. Avançons de quelques années. 1993, ville d'Athènes. Dans les listes des participants figure modestement un jeune politicien britannique ambitieux, Tony Blair. À ce moment, il n'est même pas encore leader de son propre parti. Il n'est que ministre de l'Intérieur fantôme, l'un des nombreux fonctionnaires prometteurs. Mais c'est précisément après le voyage à Athènes, après cet entretien officieux avec les magnats européens et américains, que sa carrière fait un saut quantique. Bientôt, il prend la tête du parti, le reformate complètement sur le plan économique pour les besoins du grand capital, renonçant aux idéaux socialistes au profit d'un marché non libéral, et devient Premier ministre du Royaume-Uni, recevant le soutien absolu des plus grands magnats des médias conservateurs, qui le méprisaient auparavant. Et si vous pensez que ce sont des affaires de jours passés, regardez l'histoire la plus récente. 2014, ville de Copenhague. Autour de la table ronde est assis un jeune fonctionnaire français inconnu sur la scène internationale, ancien banquier d'investissement, occupant la modeste position de secrétaire général adjoint du Palais de l'Élysée. Il s'appelle Emmanuel Macron. À ce moment, aucun sondage sociologique, aucun analyste politique au monde ne le considère comme le futur leader de la France. Il n'a pas son propre parti politique, il n'a pas de base électorale, il n'a rien d'autre qu'un costume impeccable et un esprit analytique. Mais il vient à Copenhague. Il passe ce casting impitoyable. Et 3 ans plus tard seulement, comme par le geste d'une main invisible, en France surgit de nulle part le mouvement politique le plus puissant. Sur sa campagne pleuvent les donations du secteur corporate. Tous les principaux médias commencent soudain à lui chanter des dithyrambes, comme au principal sauveur de l'Europe unie. Et il triomphe en détruisant les anciennes élites politiques du pays, devenant président. Ce n'est pas de la mystique, ce ne sont pas des prophéties ni de la magie. C'est un processus cristallinement pur, absolument cynique de recrutement corporate au plus haut niveau étatique. C'est un entretien avec le capital global que doit passer chacun qui prétend à un rôle de manager de haut niveau dans les filiales que nous appelons par habitude des États souverains. Les architectes de l'économie mondiale, les directeurs généraux de géants technologiques,
Les chefs des plus grands hedge funds et conglomérats industriels pensent en termes de trillions d'euros et de cycles d'investissement décennaux. Ils ne peuvent absolument pas se permettre de dépendre d'un hasard aveugle ou des caprices de la foule des électeurs. Il leur est vital de voir le candidat potentiel en chair et en os, sans le téléprompteur salvateur, sans la foule d'image makers, de spécialistes en relations publiques et de porte-parole. Ils veulent voir comment cette personne réagit aux questions gênantes. Ils veulent sentir si sa voix tremble quand il s'agira de réformes économiques impopulaires ou de la disposition à employer la force militaire dans l'intérêt des corporations transnationales. Les caméras de télévision peuvent cacher la faiblesse, les politologues peuvent créer l'illusion du leadership, mais derrière les portes fermées, où s'applique la règle de Chatham House, le candidat reste absolument nu face au véritable maître du monde. Ils ne lui ordonnent pas de devenir président. Ils ne lui remettent pas des valises d'argent liquide. La mécanique de ce processus est bien plus subtile, plus intelligente et plus destructrice pour la démocratie. Au cours de ces revues officieuses, les élites globales évaluent un seul paramètre, la prévisibilité. Ils n'ont pas besoin de rebelles, ils n'ont pas besoin de génies incontrôlables. Ils ont besoin d'administrateurs compétents et systémiques qui respecteront strictement les règles du jeu. Et dès que le candidat passe cette épreuve, dès qu'il prouve sa loyauté absolue au dogme du marché global, se produit ce qui ressemble extérieurement à un miracle démocratique. S'active le mode de synchronisation invisible des élites. Soudain, les plus grandes banques ouvrent avec empressement des lignes de crédit illimitées pour son quartier général de campagne. Soudain, les principaux centres d'analyse commencent à publier des rapports de plusieurs pages affirmant que précisément, son programme économique est la seule voie vers la prospérité. Soudain, les chaînes de télévision, journaux et plateformes numériques appartenant aux participants de ce même club fermé commencent à former autour de lui une auréole de vainqueur inévitable, enfonçant doucement mais obstinément son nom dans le subconscient de millions d'électeurs. Il n'y a aucun complot direct. Simplement, tous les détenteurs de capitaux présents à la réunion comprennent simultanément. Ce gars est sûr, on peut investir en lui. Il lui délivre un certificat de qualité informel, une licence invisible au pouvoir. Et ensuite, entre en jeu la gigantesque machine de production de l'opinion publique, qui convainc les citoyens que c'est eux qui ont fait ce choix eux-mêmes. Les lecteurs se voient laisser l'honorable droit de se rendre au bureau de vote et de cocher la case à côté du nom de la personne qui a déjà été approuvée depuis longtemps pour le poste de directeur général du pays lors d'une session à l'extérieur du conseil d'administration global. Les élections démocratiques se transforment en une procédure luxueuse, incroyablement coûteuse, de légalisation de cette décision qui a été prise dans le silence d'un hôtel européen luxueux autour d'un verre de vin. C'est là que réside le véritable phénomène des kingmakers. Ils ne violent pas les lois des États. Ils utilisent simplement leur supériorité financière et informationnelle écrasante pour transformer le processus électoral en une formalité prévisible, garantissant que qui que ce soit gagne les élections. Le pouvoir réel restera quand même entre leurs mains. L'argent en valeur absolue a depuis longtemps cessé d'être le vrai pouvoir. Si vous mesurez le niveau d'influence globale par le nombre de milliards d'euros sur les comptes bancaires corporatifs ou par la taille des réserves d'or et de devises des États, vous êtes désespérément coincé dans le siècle passé, pensant en termes de businessmen provinciaux d'une époque révolue, d'accumulation primitive du capital. À ce niveau incroyable de géopolitique stratosphérique où nous jetons actuellement un regard méthodique, la liquidité papier et numérique n'est qu'un outil accessoire, un matériau consommable bon marché, un banal carburant pour des mécanismes sociaux bien plus complexes. La principale, unique et absolument inestimable monnaie de ce club fermé est l'asymétrie informationnelle. C'est un terme froid, sec, mathématiquement précis, qui en pratique signifie une seule chose. Ils savent ce que vous ne savez pas, et ils le savent de manière critique en premier. L'écart entre le moment où l'information exclusive est pour la première fois exprimée dans les coulisses d'un hôtel européen gardé
et le moment où elle arrive en une des principaux journaux mondiaux se mesure en de longs mois, et parfois en années. Dans cet écart temporel invisible s'inscrivent des fortunes de trillions d'euros, des changements fulgurants de régimes politiques, des faillites d'industries entières et le début de catastrophes globales. L'asymétrie informationnelle permet à ces personnes de vivre constamment dans le jour de demain, tandis que le reste du monde se débat désespérément dans celui d'hier. Ils ne possèdent pas le don magique de prévoir l'avenir, ils le construisent méthodiquement, en échangeant froidement des fragments épars du puzzle informationnel le plus complexe, qui ne s'assemble jamais en un tout pour l'habitant ordinaire, non initié. Regardez les agendas officiels, publiés, de leurs réunions annuelles à travers l'optique impitoyable du renseignement open source. Ce ne sont catégoriquement pas des conversations philosophiques abstraites au coin du feu sur les destins de l'humanité. Ce sont des roadmaps rigides, extrêmement concrètes, dépourvues de tout humanisme pour les décennies à venir. Ils discutent du développement rapide des systèmes d'intelligence artificielle, non comme d'un jouet numérique amusant pour générer de belles images ou écrire des textes. Ils discutent de l'intelligence artificielle comme d'une arme absolue de destruction économique massive, capable en quelques années de détruire simultanément des centaines de millions d'emplois dans le monde entier, de provoquer des explosions de classes sociales sans précédent et de remodeler à jamais l'architecture de la gestion sociale. Ils discutent des marchés globaux des énergies et des normes écologiques, non dans le contexte d'une touchante préoccupation pour la nature, mais comme un instrument parfait d'étouffement des économies en croissance de continents entiers. Ils discutent de manière routinière, sèchement, avec des chiffres précis en main, des guerres régionales à venir, du redécoupage des sphères d'influence au Moyen-Orient et de l'effondrement inévitable des chaînes de transport établies. Quand une personne ordinaire lit le matin les nouvelles d'un conflit armé soudainement éclaté ou d'une épidémie globale, elle ressent un choc, une panique et une désorientation. Quand le directeur général d'une corporation transnationale lit la même nouvelle sur l'écran de son smartphone, il hoche simplement la tête avec satisfaction. Parce que l'architecture, les délais et les conséquences économiques de ce conflit, il les a personnellement discutés 2 ans auparavant dans une salle de conférence fermée d'un resort suisse. Pour que ce mécanisme monstrueux de réaction anticipée fonctionne de manière impeccable, ils ont vitalement besoin du phénomène que les chercheurs des élites appellent la porte tournante. C'est une symbiose ininterrompue, cynique, absolument légalisée, entre la machine étatique de coercition et le capital technologique privé. Regardez la composition réelle des participants, assis à la même table sans aucun protocole, dictaphone ou procès-verbal. D'un côté se trouvent les directeurs en exercice du Central Intelligence Agency des États-Unis d'Amérique, les chefs de la puissante service de renseignement extérieur britannique, MI6, et les secrétaires généraux de l'Alliance Atlantique du Nord. De l'autre côté sont assis les directeurs généraux de tels géants technologiques que Google et les fondateurs de corporations du niveau de Palantir, spécialisés dans l'analyse militaire approfondie de vastes masses de données. Dans un champ juridique normal, la loi interdit sévèrement aux services spéciaux étatiques de procéder à une surveillance totale de leurs citoyens sans sanction directe d'un tribunal indépendant. Dans un monde normal, la loi limite strictement les corporations privées dans leur intervention dans la politique extérieure des États souverains. Mais la règle salvatrice de Chatham House efface élégamment ces frontières irritantes, les transformant en une simple convention fastidieuse. L'État et le capital transnational fusionnent en un organisme unique, indivisible et carnassier, où l'information la plus secrète circule absolument librement, contournant à jamais les comités parlementaires de surveillance et d'enquête lourds et maladroits. La mécanique de cette fusion effraie par son ordinaire glaçant. Les chefs des services de renseignement possèdent des données uniques, inaccessibles au business, de renseignements opérationnels agentés. Ils savent avec une précision mathématique dans quel pays une guerre civile sanglante éclatera dans 6 mois. Quel régime politique s'effondrera sous le poids des sanctions internationales et où précisément se produira un attentat terroriste d'envergure qui paralysera les nœuds de transport mondiaux.
Cette information est véritablement inestimable pour ceux qui gèrent les empires logistiques globaux, les fonds d'investissement et les cartels de matières premières. En retour, les géants technologiques possèdent ce qui manque si désespérément aux services spéciaux étatiques lents. Un accès absolu, volontaire, seconde par seconde et total aux données personnelles de milliards de personnes, à leurs correspondances privées, à leurs itinéraires de déplacement, à leurs transactions bancaires et à leurs habitudes de consommation cachées. Derrière des portes fermées se déroule un vaste troc officieux. Le renseignement étatique partage généreusement avec le capital des prévisions géopolitiques fermées, permettant aux corporations de retirer à l'avance des actifs de plusieurs milliards d'euros des zones à risque ou de monopoliser les marchés libérés avant que la crise n'éclate. Le capital, à son tour, fournit courtoisement aux renseignements les algorithmes les plus récents de prédiction du comportement de masse et des outils sophistiqués de contrôle numérique, intégrant profondément les intérêts de la sécurité étatique directement dans l'architecture des produits commerciaux populaires. L'information insider s'écoule en flux continu des bureaux des services spéciaux vers les salles de réunion des conseils d'administration des plus grandes corporations et ensuite retourne inévitablement sous forme de contrats technologiques étatiques de plusieurs milliards d'euros pour le développement de systèmes de sécurité. Ce symbiose crée une caste impénétrable de joueurs intouchables qui agissent toujours, en toutes circonstances, en avance. Pendant que les analystes boursiers ordinaires construisent des graphiques complexes sur la base de rapports trimestriels publics, les participants de ce club opèrent froidement avec des données qui ne deviendront publiques qu'une fois que toute la crème financière aura déjà été ramassée depuis longtemps. Ils ne violent pas les strictes lois sur le trading insider, parce qu'il n'y a pas dans leur conversation mondaine au dîner de directives directes, pénalisées pénalement, d'acheter ou de vendre des actions spécifiques. Il n'y a là qu'un échange stratégique, informel d'opinions sur la stabilité macroéconomique d'une région en développement spécifique, après quoi le chef perspicace d'un fonds d'investissement global tire des conclusions absolument correctes et redistribue les actifs. L'asymétrie informationnelle transforme toute concurrence de marché et toute lutte démocratique en une misérable farce. Il est catégoriquement impossible de gagner une partie d'échecs contre une personne qui non seulement voit toutes vos pièces à travers des yeux bandés, mais qui fabrique elle-même l'échiquier sur lequel vous jouez, tout en consultant informellement en parallèle l'arbitre en chef de la partie. Nous sommes forcés de réagir constamment à des crises soudaines, de nous adapter douloureusement à de nouvelles pandémies, de survivre de toutes nos forces dans des conditions d'inflation artificielle et de shift tectonique technologique, en les percevant naïvement comme des coups imprévisibles du destin. Pour eux, ce ne sont que des points réalisés d'une ancienne ordre du jour, qui avait été intégrés à l'avance dans des plans d'affaires et des stratégies approuvées de domination globale. Essayez de réaliser l'incroyable échelle de ce monopole informationnel légalisé. Réfléchissez au fait lui-même que les décisions sur l'introduction de technologies qui scanneront seconde par seconde les visages de millions de personnes dans les rues de nos villes ne sont pas prises au cours de débats parlementaires ouverts, diffusés sur les chaînes nationales. Elles sont prises à ce moment où le secrétaire général de l'Alliance Atlantique du Nord se promène nonchalamment dans le parc d'un domaine gardé avec le propriétaire du plus grand agrégateur de données au monde. Il ne signe aucun pacte secret sinistre avec du sang. Il leur suffit de synchroniser leurs montres et de comprendre que leurs intérêts coïncident parfaitement et sans réserve. À l'Alliance, il faut des outils numériques impeccables pour détecter les menaces potentielles et supprimer la dissidence avant même qu'elle ne se déverse dans les rues. Les corporations ont besoin de budgets étatiques astronomiques, d'absence d'enquête antitrust et de pleine liberté d'action dans la zone grise juridique. C'est une alliance idéale, irréprochable entre l'épée et l'algorithme, construite sur une confiance mutuelle absolue. Et c'est précisément ici, en ce point d'union absolue des appareils de force étatiques et des monopoles technologiques privés, que meurt définitivement même l'espoir le plus fantomatique de l'humanité pour l'inviolabilité de la vie privée
et la liberté de choix. Tout ce système complexe, multicouche, ne fonctionne exclusivement que grâce au fait que la société a volontairement accepté de jouer selon des règles où l'accès à l'information clé est un privilège exclusif et non un droit fondamental. Il regarde l'échiquier géopolitique global depuis une hauteur inaccessible, voyant l'ensemble du tableau en entier, dans les moindres détails, avec toutes les menaces cachées et les possibilités illimitées. Nous, aveuglés par la surcharge informationnelle, les scandales faux et le bruit médiatique infini, continuons à regarder le monde à travers une étroite serrure, croyant sincèrement que précisément ce minuscule fragment de réalité est la véritable état des choses. La plus grande et la plus impardonnable erreur que vous puissiez commettre dans l'analyse des processus politiques globaux est de céder à la douce tentation de la conspirationnisme bon marché de la presse à sensation. Écartez l'approche antiscientifique à la manière des prédicateurs de rue et des animateurs radio paranoïaques. Jetez de votre tête les images caricaturales, primitives de méchants de comics qui, soi-disant, se réunissent dans des salles sombres de sous-sol pour rire sinistrement des souffrances des simples mortels, boire du sang humain et adorer des divinités païennes secrètes. En réalité, tout est bien plus ennuyeux, prosaïque et par là 1000 fois plus terrifiant. Pour vraiment comprendre la véritable nature de ces rassemblements fermés, il nous faut disséquer sans pitié la psychologie et la physiologie même du pouvoir au plus haut niveau. Essayez, l'espace d'un court instant, de réaliser quelle incroyable, écrasante pesanteur représente leur existence quotidienne dans l'espace médiatique global moderne. La vie d'un directeur général d'une corporation technologique transnationale, d'un premier ministre d'une puissance nucléaire ou d'un chef du plus grand fonds d'investissement au monde est la vie d'une personne qui est enfermée 24 heures sur 24 dans une cage publique absolument transparente, synthétique, étouffante. Chaque mot qu'il prononce, chaque soupir, chaque geste imprudent est scanné seconde par des milliers de téléobjectifs, analysé instantanément par des algorithmes impitoyables des bourses et disséqué méthodiquement en citation par des armées d'opposants politiques. Ils ne s'appartiennent plus eux-mêmes. Ils sont des otages dociles de leurs propres images impeccables, artificiellement créées, forcés de diffuser 24 heures sur 24 aux masses un optimisme faux, une confiance inébranlable en demain, une profonde préoccupation pour les problèmes de justice sociale. Mais derrière cette façade éblouissante de costumes parfaitement taillés et de sourires diplomatiques appris devant le miroir, se cachent des êtres humains, de chair et de sang, qui subissent quotidiennement une pression psychologique colossale, destructrice. Le monde informationnel moderne est devenu insupportablement fragile. Un seul mot, imprudemment lâché lors d'une conférence de presse officielle, peut en quelques minutes faire s'effondrer la capitalisation boursière d'une entreprise de dizaines de milliards d'euros. Une seule blague ratée, mal comprise, peut instantanément déclencher le mécanisme impitoyable de la culture de l'annulation, qui détruira à jamais une réputation construite pendant des décennies. Un seul aveu honnête, non filtré, que l'économie globale roule à toute vitesse vers l'abîme et que l'énergie verte à la mode ne peut physiquement pas répondre aux besoins de base de l'industrie lourde, peut provoquer une panique globale sur les marchés asiatiques et des émeutes armées massives dans les rues des capitales européennes. Il leur est catégoriquement interdit d'être sincères dans l'espace public. Il leur est strictement interdit d'appeler les choses par leur vrai nom. C'est précisément pourquoi ils ont si désespérément, si vitalement besoin de ce club absolument fermé. Ils se rendent dans cet hôtel de montagne minutieusement gardé, entouré de 3 anneaux denses de forces spéciales tactiques, non pas pour ourdir de perfides intrigues contre toute l'humanité. Ils y vont pour un seul et unique but, incroyablement banal et purement humain. Simplement respirer. Ils ont besoin d'un espace garanti sûr, où ils peuvent enfin desserrer leur cravate de soie serrée, se verser une double dose de whisky de collection, jurer grossièrement entre les dents et discuter de la situation réelle, catastrophique, sans les filtres salvateurs du service de relations publiques.
C'est seulement là, derrière les massives portes hermétiquement fermées, où s'applique sans contestation la règle de Chatham House en béton armé, qu'ils peuvent s'offrir le luxe inaccessible dans la vie ordinaire d'une franchise absolue, glaciale et cruelle. Là, le ministre des Finances d'une grande puissance peut regarder droit dans les yeux le gouverneur de la Banque centrale et dire honnêtement que l'inflation sort définitivement du contrôle et que des millions de citoyens se retrouveront bientôt inévitablement au-delà du seuil de la pauvreté extrême, sans craindre le moins du monde que demain matin l'opposition exige sa démission immédiate. Là, le directeur général d'un géant pétrolier et gazier peut ouvertement avouer à ses concurrents que la transition forcée vers les énergies renouvelables est une fiction politique mathématiquement irréalisable, qui mènera inévitablement à un déficit catastrophique de ressources de base dans les 5 prochaines années. Là, ils peuvent discuter sans gêne de l'efficacité clinique réelle des vaccins, de la probabilité effrayante d'un emploi d'armes nucléaires tactiques au Moyen-Orient et de l'effondrement mathématique imminent des systèmes de retraite étatiques, sans se retourner une seconde sur l'hystérie des moralistes sur les réseaux sociaux et les ratings de l'approbation politique qui chutent en flèche. Ce n'est pas un rituel mystique d'initiation dans un ordre secret. C'est une séance élitiste de psychothérapie corporative de masse pour ceux qui portent sur leurs épaules le fardeau de la responsabilité du fonctionnement ininterrompu de toute la machine capitaliste mondiale. Ils discutent de nos destins à nous, des perspectives de nos emplois et des taux de nos impôts, avec la même distance glaciale et professionnelle qu'un fermier provincial ordinaire discute des perspectives de la récolte automnale ou de la réduction planifiée du cheptel. Pour eux, ce ne sont que des coûts opérationnels ennuyeux, des graphiques de rentabilité à long terme et des indicateurs macroéconomiques. Ce club représente la forme suprême, absolue, du mécanisme de solidarité de classe capitaliste. Nous continuons par habitude à penser en catégories romantiques obsolètes de États nationaux souverains, de drapeaux étatiques et de frontières inviolables. Mais pour les représentants de l'élite globale, ces frontières n'existent plus depuis déjà de nombreuses décennies. La véritable, effrayante jusqu'au frisson vérité, réside dans le fait que le banquier d'investissement français a infiniment plus d'intérêts communs avec le directeur du Central Intelligence Agency des États-Unis d'Amérique ou un industriel militaire allemand qu'avec un ouvrier français ordinaire qui descend chaque matin dans le sombre métro parisien. Ils sont indissolublement unis par un système commun de valeurs de consommation, un niveau commun d'excédent de revenus inimaginable, des écoles élitistes fermées communes où étudient leurs enfants, et surtout, une peur panique, animale commune, devant le chaos social incontrôlable qui pourrait en un instant détruire leur monopole sur le pouvoir parfaitement construit. Ils sont parfaitement conscients que si l'architecture financière globale s'effondre, ils perdront absolument tous leurs privilèges. C'est pourquoi ils sont vitalement forcés de coordonner leurs actions, forcés de négocier, forcés de chercher des compromis pragmatiques bien au-dessus de la tête des gouvernements nationaux démocratiquement élus. Leur solidarité est dictée non par un mythe d'aspiration caricaturale à la domination mondiale, mais par un instinct banal, primitif de préservation de classe à l'échelle de la planète entière. La destruction définitive de la théorie du complot réside dans la prise de conscience froide de ce fait incontestable, que nous sommes gouvernés non par des génies maléfiques, mais par des administrateurs extrêmement pragmatiques, extrêmement cyniques et incroyablement fatigués, qui tentent simplement de retenir ce monde complexe, qui craque de toutes parts, de la décomposition totale, tout en extrayant de ce processus un maximum de profit financier personnel. Ils ne haïssent pas l'homme ordinaire, ils ne le remarquent tout simplement pas. Dans leur optique mathématique, nous ne sommes qu'une marge d'erreur statistique admissible, une masse de consommateurs sans visage, une base fiscale renouvelable, nécessaire exclusivement pour maintenir la liquidité de leurs actifs illimités. Ils résolvent leurs problèmes comme bon leur semble, ignorant absolument les tourments moraux et les cris d'aide du reste du monde.
Ils ont créé un système juridique impeccable, dans lequel leur confort personnel, leur sécurité physique et leur droit à la confidentialité sont élevés au rang d'inviolabilité législative absolue. Quand vous commencez à comprendre clairement cette physiologie du pouvoir, quand vous réalisez que derrière les blocs de béton et les fusils de sniper se cachent non des démons puissants, mais simplement des gens très riches, terrifiés à mort par la responsabilité publique de leurs erreurs de gestion, le tableau de l'ordre mondial devient cristallinement clair. Et cette réalité froide, totalement matérialiste, dépourvue de toute mystique, effraie bien plus que n'importe quelle fantaisie sur un gouvernement mondial occulte. Avec des démons mythiques des contes, on peut encore lutter d'une manière ou d'une autre. Mais contre un mécanisme légalisé, ouvert, fonctionnant impeccablement, de total égoïsme de classe, l'homme ordinaire n'a absolument aucun outil de contraction. Maintenant, transposons l'échelle de cette optique analytique froide des sommets stratosphériques du capital transnational directement sur nous. Sur ceux qui, chaque matin, paient scrupuleusement leurs impôts, se tiennent dans des embouteillages automobiles interminables et croient sincèrement en la puissance sacrée de leur voix au bureau de vote. Le plus terrifiant dans le phénomène de ce club élitiste légalisé ne réside absolument pas dans les décisions précises qu'ils prennent derrière les portes fermées d'hôtels luxueux. Le plus effrayant, le plus paralysant, est l'échelle incompréhensible de leur certitude absolue, en béton armé, de leur impunité totale. Ils ont construit cette architecture institutionnelle de manière si filigrane, si impeccable, qu'ils n'ont plus absolument besoin de regarder par-dessus leur épaule en attendant la colère populaire. Ils regardent la société moderne non avec la peur d'une révélation imminente, mais avec une condescendance ouvertement ennuyée et dédaigneuse. Ils savent parfaitement que le système est solidement verrouillé de l'intérieur. Et la principale, la plus solide serrure d'acier sur cette porte est cette même presse indépendante qui, selon toutes les lois non écrites de la démocratie, aurait dû être la première à déchirer ce complot mondial de silence en lambeaux sanglants. Vous pouvez vous poser indéfiniment la question naïve de pourquoi les journalistes vedettes, les rédacteurs en chef des plus grands médias mondiaux et les requins intrépides des enquêtes télévisées ne sonnent pas dans toutes les cloches disponibles. Pourquoi ils n'organisent pas des piquets de plusieurs milliers de personnes, 24 heures sur 24, autour du périmètre de sécurité? Pourquoi ils n'affichent pas sur de grands écrans des schémas détaillés de la fusion illégale du capital corporate et des services spéciaux étatiques? La réponse à cette question tue par sa prosaïcité monstrueuse. Ils se taisent précisément parce qu'ils y sont eux-mêmes, de l'autre côté des blocs de béton. Si vous étudiez attentivement les listes officielles des invités, vous y trouverez toujours les noms des dirigeants des plus influents syndicats médiatiques de la planète. Ces personnes, dont l'obligation professionnelle directe consiste à être des chiens de garde impitoyables de la démocratie, boivent un excellent espresso chaud à la même table que ceux qu'elles devraient critiquer sans pitié. Elles mangent avec eux dans la même assiette en porcelaine. Elles échangent des cartes de visite, des blagues informelles et des poignées de main amicales. Le club ne lutte plus depuis longtemps contre la presse indépendante. Le club l'achète élégamment, quotidiennement et incroyablement à bon marché, accordant aux manias des médias un statut élitiste d'insiders exclusifs. Un journaliste, une fois admis dans le sein des saints du pouvoir global, ne trahira jamais ses nouveaux protecteurs, parce que le billet d'entrée dans ce monde fermé vaut 1000 fois plus que n'importe quel prix professionnel le plus prestigieux. C'est une assimilation idéale, mathématiquement précise, de tout potentiel de protestation. Ils ont virtuosement transformé les principaux chiens de garde redoutables de la société en gentils toutous domestiques qui aboient exactement dans la direction indiquée, doucement par la main, tenant un verre de vin français de collection. Et c'est précisément ici que nous heurtons à pleine vitesse une impasse philosophique sourde, douloureuse et absolument insoluble. Une dilemme dont il est impossible de se débarrasser avec de beaux slogans électoraux
ou des espoirs naïfs en une justice universelle. D'un côté des barricades, nous avons la démocratie classique, cristallinement transparente. Un système dans lequel absolument tous les processus se déroulent en public, mais qui, en raison de son invraisemblable lourdeur, de son populisme et de son flirt constant forcé avec la majorité non éduquée, devient catastrophiquement, suicidairement incompétente. La démocratie transparente mène de plus en plus souvent au pouvoir des dilettantes bruyants, totalement incapables de penser au-delà de l'horizon de leur prochain cycle électoral, ce qui, dans l'ère sévère des effondrements technologiques rapides, menace le monde entier d'une mort inévitable. De l'autre côté des barricades se dresse en grand une élite supra-efficace, brillamment éduquée, mais absolument occulte et non responsable. Un groupe de personnes capables de penser en catégories géopolitiques de siècles entiers, capables de réagir fulguramment, sans se soucier des ratings, aux menaces mortelles, capables de retenir fermement l'économie mondiale de l'effondrement final, mais nous traitant exclusivement comme un ressource statistique renouvelable. Répondez-vous honnêtement, qu'est-ce qui est critiquement plus important pour la survie physique de la civilisation humaine en ce moment même? Devons-nous nous accrocher fanatiquement au droit sacré de choisir des populistes incompétents en risquant de sombrer définitivement dans un chaos sanglant? Ou sommes-nous obligés d'accepter silencieusement et docilement un management externe par des professionnels cyniques et invisibles, en nous disant adieu pour toujours à la misérable illusion de notre propre liberté?